Tout le monde connaît M. Robert Laplante, qui est à la revue L'Action nationale depuis longtemps, un pilier de, j'ai envie de dire, la foi nationaliste, malgré les nuages, et qui est aussi souvent sévère envers le peuple québécois, la nation. Nous allons l'entendre aujourd'hui dans ce cadre sur l'histoire, notre histoire. Bonjour, merci beaucoup. Je remercie les organisateurs de m'avoir accordé une place dans un horaire que j'ai chamboulé. Je parviens à faire beaucoup de choses, mais pas à être à deux places à la fois. Alors, j'espère vous servir quelque chose de plus qu'un hors-d'œuvre et je vais demander votre indulgence si votre estomac crie famine. En apparence, et ma communication s'intitule « L'indépendantisme, une affaire de perdants ». En apparence, le colloque donne raison aux détracteurs de Maurice Séguin, à ceux qui l'accusent de pessimisme. À l'heure où l'indépendantisme semble battre de l'aile et que son sort apparaît lié aux vicissitudes du Parti québécois, qui a été incapable d'assumer l'indépendantisme comme doctrine, la thèse forte de Séguin semble non seulement fondée, mais indépassable. On connaît le verdict et la boutade. L'indépendance est nécessaire, mais impossible. Les Anglais sont nos maîtres. En apparence, donc, la thèse de Séguin serait au fondement d'un défaitisme consubstantiel à la politique conduite par les Canadiens français et par la suite par les Québécois. Sinon à son fondement, du moins à son cadre d'explication et de justification, cette impuissance annoncée ferait du Québec et de la nation qui l'héberge, la nation annexée, la mieux entretenue du monde. On connaît l'expression que plusieurs ont encore notée ce matin. Cette nation annexée s'habituerait et choisirait même le confort de sa médiocrité provinciale et finalement se contenterait de mariner dans des perspectives étroites avec des avantages que certains des représentants de son élite n'hésiteront pas à vanter, à valoriser. Et on connaît, bien sûr, les propos cyniques ou apparemment cyniques de gens comme Denis Arcand ou François Ricard qui, à l'occasion, vont souscrire à cette idée que, finalement, c'est pas si pire, hein, que le confort peut toujours aller, ce qui ne les empêchera pas, et chez Arcand, c'est épisodique, ce ressentiment, de quand même reconnaître que, finalement, notre société est un peu trop petite pour son talent. Ça a limité l'expression de son art. Il ne sera pas le seul à trouver que le Québec est trop petit et que son peuple est finalement assez ingrat à l'égard de ses talentueux. Il n'y a pas plus que 15 jours, Lucien Bouchard, dans une entrevue à la presse, lui aussi déplorait en se lamentant que, franchement, le peuple québécois avait été bien décevant, ne lui avait pas fourni l'occasion de se montrer être un grand homme. N'est pas De Gaulle qui veut. Alors, pensez Séguin, au moment où les événements semblent donner raison et à une partie de sa thèse et à une partie de la thèse de ses détracteurs, c'est penser et essayer de penser, dépasser Séguin. Le dépassement de Séguin, ça renvoie au fond à une double tâche qui est celle des intellectuels et éventuellement des politiques. Une tâche théorique d'abord, c'est-à-dire comment et avec quoi est-ce qu'on peut lire la situation historique de la nation, comment on peut la décrire et l'analyser dans la dynamique de son développement et dans la compréhension de ses impasses. Et finalement, un deuxième registre, à quoi peut ressembler l'action historique dans une pareille grille de lecture
comment on peut traduire les avancées conceptuelles dans une programmatique qui inspirera le réalignement des forces. Je vais esquisser très rapidement quelques éléments en reprenant dans ces deux registres-là les concepts fondamentaux de Maurice Séguin. Ben, plusieurs l'ont noté, évidemment, son concept fondamental, c'est l'agir par soi. C'est, chez Séguin, une caractéristique qui est une aspiration fondamentale, mais une aspiration, beaucoup moins qu'une caractéristique d'ailleurs, et chez Séguin, c'est associé à l'expression de la vie. En fait, c'est une conception qui est jusque-là assez essentialiste de la vie en société. Les avancées des sciences sociales nous ont permis de comprendre que ce n'est pas une loi de la vie, c'est une règle de fonctionnement des groupes et ça s'appelle l'auto-institutionnalisation. Les groupes ont tendance à chercher à s'institutionnaliser pour durer dans le temps et que ça, on n'a pas besoin d'une téléologie pour ça, on n'a pas besoin de savoir qu'il y a une direction dans l'histoire. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est que le fonctionnement d'un groupe, c'est essentiellement cette recherche d'institutionnalisation-là. Et donc, c'est un système ouvert. Et c'est précisément cet aspect-là qui, chez beaucoup de détracteurs de Séguin, va être noté, c'est qu'il donne l'impression d'avoir produit un système clos, que sa logique est implacable et qu'on voit mal où se trouve l'espace pour faire bouger les choses. Et pourtant, comme disait l'autre, elle bouge. La domination, dans ce cadre-là, on le sait, c'est la privation de l'agir par soi. C'est une entrave, donc, à la capacité qu'un groupe, et éventuellement une nation, peut avoir de se reproduire et de se projeter dans le temps. La conséquence, c'est qu'il y a dans cette entrave, inévitablement, une socialisation défectueuse. La domination traduit une incapacité de socialiser intégralement selon les aspirations, ou plutôt les dynamiques, de ce groupe lui-même. Et pour Séguin, et pour beaucoup d'autres sociologues des 50 dernières années, cette domination, cette socialisation défectueuse se traduit essentiellement par une représentation clivée de soi. D'où nous avons réussi ce tour de force à nous cliver 3 fois, à changer de nom 3 fois. Okay? Pour nous représenter, au fond, à chaque fois, dans une image distordue de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être. Cette représentation tordue, Séguin la montre comme à la fois une fatalité, un résultat de la domination, et en même temps un piège de la représentation de l'action. Ce n'est pas un hasard, du reste, que quand les projets politiques avortent, cette représentation de l'action ramène les vieux clivages et se greffe à elle, essentiellement, le retour du refoulé. C'est pas surprenant que depuis quelques années, des militants reviennent avec cette idée que peut-être on aurait dû rester les Canadiens français. Peut-être pourrions-nous nous redéfinir de cette manière-là, la nation étant un peu trop dure à porter. Dans les faits, et là-dessus, Yvan Lamonde a raison, le retour à une autre désignation, et dans ce cas-ci, à une véritable régression dans la représentation de soi, c'est en soi porteur d'un projet politique. Et ce projet politique, évidemment, c'est celui de la dissolution de la nation. Le Québec ne peut pas être une référence dans ce cadre-là, et c'est donc un consentement à la minorisation que ce changement de désignation traduit et appelle. Pour Séguin, la domination s'exerce à plusieurs degrés et de plusieurs façons dans une société, et il distingue bien sûr le concept d'oppression essentielle de l'oppression accidentelle ou conjoncturelle.
Pour lui, l'oppression essentielle est à la fois un fait objectif et un fait de représentation. Ces deux registres déterminent la représentation politique et la représentation de soi. Et là où le piège est terrible, c'est que cette distorsion marque même la façon de combattre et de se représenter la liberté. La partie objective, ce qui relève du fait, chez Séguin, c'est bien sûr ce qui caractérise les infrastructures, le nombre, la richesse, les moyens. Le fait de représentation, chez Séguin, c'est essentiellement toutes les boutures du fédéralisme et de l'autonomisme, qui, jusqu'à présent, et au moment où Séguin écrit, sont essentiellement des enrobages pour masquer la vérité nue des infrastructures, des faits matériels, bruts, ceux de la domination et de la marginalisation de la nation. Donc, son idée de base, Séguin ne la prend pas n'importe où. Il l'a pris dans la discussion sur la colonisation. La colonisation, c'est un thème qui a occupé le Canada français pendant 125 ans. Okay. Et pour lui, c'est à partir du concept de colonisation diminuée qu'il emprunte chez Esdras Mainville que s'amorce sa réflexion. Et ça, là-dessus, je pense que c'est assez important. Jean Lamarre parlait des différentes influences. Une des influences fondamentales chez Séguin, c'est Mainville. Et avant les personnalistes, c'est entre autres la référence à un article qui est un des grands textes de Mainville qui s'appelle précisément « Agir pour vivre ». Et Mainville, essentiellement, réfléchit sur cette idée rabougrie de la colonisation. Il se demande comment ça se fait que nous avons réussi à nous convaincre que la colonisation, c'était simplement faire de la terre, c'était essaimer de proche en proche, de l'eau en l'eau, en se décarcassant pour gagner sur la forêt vierge. Cette représentation diminuée, chez Séguin, elle va lui ouvrir les yeux qu'il existe quelque chose d'autre. Il y a la colonisation intégrale, qui est une dynamique qui a été au fondement du développement de la nation française d'Amérique. Et il va mener en parallèle un travail théorique que Mainville va lui-même poursuivre dans la sphère économique, en particulier en essayant de faire école, ce qui ne sera pas tout à fait réussi, à l'École des hautes études commerciales. Mainville, qui en devient le directeur, veut faire bouger l'élite canadienne-française en lui faisant voir que ce n'est pas une affaire de volonté, c'est pas seulement en s'instruisant et en développant le sens des affaires, comme on dit à l'époque, que l'émancipation va venir. Il faut un programme d'action. C'est une obsession chez lui. Et pour Mainville, il faut chercher les voies d'émancipation, d'abord en s'arrachant à l'agriculture. Pour lui, l'agriculture, c'est une façon d'être enfermé et c'est aussi une voie de sortie de la dépossession. Mainville, assez fidèle à Groulx à cet égard, constate que la prolétarisation des Canadiens français s'est faite dans les campagnes, ce qui nous distingue d'ailleurs du reste des sociétés capitalistes où la prolétarisation se fait dans les villes. C'est en campagne que ça s'est fait. Ça s'est fait beaucoup, évidemment, par l'industrie forestière. Nous sommes un peuple de bûcherons. Et pour Mainville, il faut échapper à l'autodénigrement. Et là, vraiment, il est dans la lignée de Séguin. Ce n'est pas par des carences internes à la culture canadienne-française que nous sommes marginalisés, exclus, pauvres et dépossédés. C'est parce qu'il y a un ordre qui s'est imposé. Cet ordre, il est double, c'est celui du capitalisme et d'un capitalisme exercé par une nation conquérante. En gros,
En gros, pour Mainville, la dépossession est totale. Il réfléchit au moment où la crise de 29 a illustré que les velléités de la bourgeoisie canadienne-française avaient des limites beaucoup plus brutales qu'ils ne le pensaient. Leur adhésion au libéralisme avait été illusoire. Et essentiellement, il cherche à trouver une façon de reconquérir. Et là, il va puiser à cette utopie de reconquête que le curé Labelle et que divers missionnaires colonisateurs avaient portée tout au long du 19e siècle. Et c'est une utopie de reconquête intégrale, de reconstituer la totalité de la maîtrise de la société. Et Mainville, au moment où on serine la vocation agricole des Canadiens français, dit « c'est une impasse, ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas un peuple d'agriculteurs. L'agriculture n'est même que très, très marginale dans notre potentiel. Il y a seulement 2 % du territoire en terre arable. Il est illusoire de s'imaginer que c'est par là que notre destin va se jouer, mais il faut comprendre que c'est tout ce que nous contrôlons. C'est pour lui notre base d'accumulation. C'est simplement en faisant fructifier la terre que nous pourrons accumuler les richesses qui nous font défaut et qu'on nous a ravis. Et il va donc chercher à donner à la société canadienne-française un cadre stratégique pour son économie, pensant par là pouvoir en arriver à un cadre politique. Et il va chercher désespérément un modèle économique qui nous permettrait de ruser avec un ordre qui nous tient pour perdants. Et cet ordre-là, bien sûr, c'est l'ordre du capitalisme marchand. Et il va donc travailler fébrilement à essayer de dessiner les contours d'un modèle économique qui permettrait aux Canadiens français en quelque sorte se faufiler dans la domination et échapper aux contraintes. Cette façon de faire va l'amener, bien entendu, à jeter les bases de ce qui aura été la stratégie du nationalisme économique, c'est-à-dire procéder de proche en proche avec l'accumulation vers la conquête de l'espace économique et de la force. Mais Mainville pense, comme Groulx, comme beaucoup d'hommes de sa génération, de quelques femmes aussi, que, essentiellement, c'est la continuité qui va nous amener au changement de statut. Ça, c'est une idée péquiste, typique. Okay? C'est l'idée que le changement va s'opérer par les conquêtes que nous allons réaliser. Mais ces conquêtes-là, elles ont lieu à l'intérieur du régime. Elles ont lieu à l'intérieur des compétences. C'est ce qui faisait dire d'ailleurs à Pierre Pellado au début des années 80, juste avant le référendum, qui calmait un peu les ardeurs des péquistes en lui disant « Oui, 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 c'est vrai, les Québécois ont pris leur place, mais ils n'ont encore pris la place de personne. » Okay? Et donc, il y avait chez Mainville et dans la stratégie économique qui inspirait l'ensemble du nationalisme économique et du nationalisme tout court, cette idée que c'est la continuité qui nous amènerait à une rupture dont on ne connaissait pas, évidemment, quelle pouvait être la dynamique. Alors, essentiellement, au lendemain, au tournant des années 70, quand vont s'intensifier les gestes centralisateurs, fondamentalement, les péquistes et les nationalistes économiques vont dire « ça presse, il faut changer de statut ». Ils vont s'engouffrer sur cette idée qu'un État fort sera un État qui aura la pleine possession de ses moyens. Le jeune Boisclair, là, qui avait une culture politique assez limitée, appelait ça avoir un coffre à outils. Okay? Mais dans les faits, ce qui se passe, c'est que les élites qui ont amélioré leur position en gagnant l'espace autorisé dans le régime s'imaginent maintenant que c'est ça, faire fonctionner un État. Quand ils sont au pouvoir, ils confondent le pouvoir et l'intendance. Ce sont de bons intendants. Ils sont convaincus que, faisant la preuve d'être de bons intendants, ils vont incarner l'État. Mais l'État, c'est autre chose que ça. Et
ce débat va se traduire par un alignement stratégique qui va déplacer la conquête de l'indépendance du champ des forces à un processus, et à un processus discursif. C'est-à-dire que, au lieu de concevoir l'action indépendantiste comme une construction d'un rapport de force et comme un plan délibéré pour prendre la place des autres, c'est ceux qui nous pilent sur les pieds, essentiellement, fiers des quelques conquêtes réalisées et qu'on confond avec la liberté, bien, la classe politique et le mouvement politique indépendantiste va s'engouffrer dans cette idée, au fond, que le combat national, c'est d'abord la transformation du statut du Québec, et ce n'est pas casser le régime. Et ça, là-dessus, Séguin avait déjà fait tous les enseignements. Et on s'imaginait donc que la liberté était quelque chose qui pouvait se négocier. Voilà. Et ça, évidemment, c'était une illusion que rapidement les campagnes référendaires vont ramener dans la réalité. Hein. C'est un rapport des forces et que, essentiellement, le champ de force qu'il faut construire, il faut le construire avec cette idée de l'intérêt national qui va inspirer des gestes d'État, des conduites de rupture. L'expression qu'on m'a amèrement reprochée, c'est-à-dire des conduites qui vont tourner le dos à cette approche de la continuité et du progrès cumulatif pour faire un saut qualitatif qui, évidemment, va nécessiter de se reprendre à quelques reprises et surtout qui va déplacer l'action du domaine argumentatif vers celui du combat d'intérêt qui ne peut se réaliser sans la reconfiguration des institutions. C'est ce que n'ont pas compris les souverainistes. Ils adoptent la loi 101, ils ont laissé le système fédéral complètement structuré des affaires. McGill est surfinancé, le système est bilingue. On n'a pas touché à ça. Or, évidemment, ça voulait dire ça, qu'on laissait le champ libre, et le champ libre, on l'a vu ce que ça a donné. La loi 101 a été démantelée morceau par morceau, puis McGill, maintenant, domine outrageusement le monde universitaire, et essentiellement, le monde savant est dans l'orbite d'Ottawa, comme le reste des conquêtes économiques. Et là, on en a de nombreux exemples sous les yeux, où maintenant, au nom de l'écologie, au nom juste de la grosse business, la CAQ est prête à faire des contrats avec l'Ontario pour satelliser Hydro-Québec. La Caisse de dépôt est membre de la Banque canadienne des infrastructures. Nos épargnes ne servent plus désormais la priorité du développement économique du Québec. Elles vont faire du rendement dans les brevets canadiens. Hein? Donc, une minute. Oui. Alors, essentiellement, les institutions conquises dans le régime, c'est dommage, parce que je l'écouterai jusqu'à sacralisées par une recherche de statut plutôt que par une reconfiguration des logiques institutionnelles, ben, ça nous a menés là où nous sommes maintenant, c'est-à-dire, retour à la case départ, à une réaffirmation de la logique d'annexion. Le Canada est bien content de Hydro-Québec, est bien content de la Caisse de dépôt. C'est formidable, ça va aider à mieux l'intégrer. Alors, la tentation, bien sûr, c'est de se penser dans la régression, de s'accommoder d'un modèle d'action qui resterait dans l'ordre argumentatif. Et ça s'est déployé, particulièrement au cours des 10 dernières années, dans cette idée de l'indépendance ratée. Ce que nous avons raté, c'est la joute oratoire, ce n'est pas l'indépendance. Hein? Et essentiellement, ce que Séguin montre, et c'est son grand enseignement, c'est que si toutes les nations ne sont pas promises à l'indépendance, celles qui la réalisent, ce sont celles qui ont pu combiner
les facteurs de force et les circonstances. Ce que le mouvement souverainiste a perdu de vue, c'est qu'il fallait se donner de la force pour profiter des circonstances. Nous sommes actuellement dans un état de vulnérabilité considérable parce que, bien sûr, nous n'avons ni maintenu nos positions, ni socialisé notre société dans la force, dans la conquête de la force. Essentiellement, ça a apparu comme un débat sur le statut, une affaire de fly sur le haut du char, comme disait Jean Chrétien, avec justesse, à bien des égards, parce que maintenant, on le voit très bien, promenez-vous dans Montréal, c'est vrai, comme disent les détracteurs de l'indépendance, que les conditions de vexation sont disparues. La grosse anglaise vendeuse chez Eaton n'est plus là. Mais la réalité du terrain, c'est que maintenant, c'est un préposé au stationnement Paki qui pense que vous parlez français parce que vous êtes arrivé après lui. Okay? Ouais. Essentiellement. 30 secondes. Donc, se donner la force pour profiter des circonstances, ce n'est pas, dans la pensée de Séguin, ce n'est pas s'accommoder ou prôner le défaitisme. La pensée de Séguin éclaire ce défaitisme-là et nous appelle à le dépasser en dépassant sa pensée elle-même. Merci. Okay. Merci. Veuillez rester. Il y a 2 questions pour vous. Première question, monsieur. Oui. Quelqu'un s'est rentré à le bureau du premier ministre Maurice Duplessis pour dire « Monsieur le premier ministre, je pense ». Il l'aurait arrêté en disant « C'est pas des penseux qu'il nous faut, c'est des faiseux ». Ma question maintenant, est-ce que Maurice Séguin aurait été le penseur de Maurice Duplessis qui disait que c'est pas des penseux qu'il faut, mais des faiseux? Non. Maurice Duplessis savait très bien que le mot « faiseux », dans la langue populaire, il est péjoratif. Ben oui. Maurice Duplessis, ce qu'il voulait, c'était des gens qui confondaient l'action avec l'agitation. Okay? Alors, il a à quelques reprises posé des vestes qu'il n'a pas pu conduire à leur aboutissement, entre autres sur l'impôt sur le revenu. Il est resté à mi-chemin. Mais ça, essentiellement, c'était parce que son travail à lui était d'occuper le maximum d'espace autorisé. Il est, à cet égard, un légitimiste, quelqu'un qui travaille dans le système à bonifier et à élargir ses limites, pas à le changer. Donc, des faiseux dans le système, oui, bien sûr, et ça a beaucoup meublé les rangs des partis politiques, les faiseux. Merci. Il y a une question ici de la part de M. Deshaies. Bonjour. Il y a 6 concepts qui m'apparaissent très importants actuellement, qui semblent brouiller les cartes tout azimut, et c'est un blocage qui dure depuis très longtemps. Je dirais même qu'on peut remonter jusqu'en 1791. Je veux dire, premièrement, on confond lutte politique, lutte juridique et lutte parlementaire. Puis d'autre part, on ne parvient pas à comprendre l'optique indépendantiste, l'optique impérialiste et l'optique fédéraliste. Alors, ma question porte sur ces concepts qui, au fond, si on adopte l'optique indépendantiste, il y a des conséquences. Mais si on bride l'optique indépendantiste avec un combat juridique, c'est sans fin. Oui. On oublie ça. Alors, je pense que vous pourriez vous avez parfaitement raison. Quand Séguin dit que ça brouille la représentation, c'est cette confusion-là qu'il dénonce. Et c'est cette confusion-là que nous avons à lever en adoptant une optique indépendantiste claire et franche. Alors, on en a plein d'exemples de cette confusion et de la façon dont ça a dévoyé le débat public. Le dernier, peut-être le plus absurde que nous avons eu, ça a été le débat sur la Charte des valeurs. Ça, c'était extraordinaire de bêtises, pas par son contenu, par l'énergie que ses promoteurs ont mis à dire « Ne vous inquiétez pas,
c'est même conforme à la Charte canadienne des droits. Oui, oui. Bien, la Charte canadienne des droits, c'est un instrument antidémocratique qui a été inventé pour dépouiller notre Assemblée nationale de son pouvoir d'autodétermination. Alors là, on était vraiment dans une confusion complète entre le débat sur le régime et le débat juridique. Voilà. Merci. Alors, ici, il y a quelqu'un, puis à gauche, monsieur, ensuite, numéro 1. J'aimerais revenir sur les propos 3, de M. 4. Je vais commencer par dire que j'admire Lionel Groulx. J'ai même écrit dans l'article sur Lionel Groulx dans Wikipédia la section sur sa pensée citadine. Il y a même un petit encadré là, où c'est écrit les articles de Lionel Groulx. Ça couvre des centaines d'articles, des livres, tout ce que vous voudrez. C'est moi qui ai fait ça. Okay? On ne le voit pas. Dans le livre de M. Comtois, il n'y a même pas de bibliographie générale. Là, on dit, c'est Séguin voit le monde d'une façon, Groulx voit de l'autre. Puis bien sûr, d'accord, c'est parfait, c'est extraordinaire. Mais sauf que quand on parle de la question nationale, quand on regarde la représentation du temps, comment Groulx représente le devenir, c'est une chose. Comment Séguin se représente le devenir, c'est une autre. C'est la grande question. Comme dirait Hannah Arendt ou Paul Ricoeur, c'est le qui de l'action. Hein? Donc, c'est ça qu'il faut déterminer. C'est le grand défi des historiens. Ça n'enlève rien à Groulx s'il n'y a pas le même regard pour Maurice Séguin, vice-versa. Je ne comprends pas bien votre point de vue. Pouvez-vous expliquer un petit peu plus? Malheureusement, vous ferez ça en mangeant, s'il vous plaît. Monsieur? Mais il est tout simple. Monsieur. Mon point de vue. Vous avez demandé la parole? Prenez un micro, s'il vous plaît. Voilà. À qui vous adressez-vous? Bon, je peux m'adresser à M. Robert Laplante ou aux autres qui peuvent répondre. Vous avez parlé on a parlé des conditions gagnantes, des fameuses conditions gagnantes que nous promettait le Parti québécois et un célèbre ancien chef du Parti québécois, donc Lucien Bouchard. Et on y avait posé la question à plusieurs reprises. Alors, c'était quoi les conditions gagnantes? Est-ce que l'appréciation, la justesse de la compréhension de la réalité de Maurice Séguin ne nous donne pas de conditions gagnantes? Elle nous donne un portrait réel de ce que la situation est. Par exemple, la compréhension que l'ajout que vous avez fait, M. Laplante, sur les solutions que proposait Esdras Mainville, est-ce que c'était les conditions gagnantes pour Maurice Séguin ou est-ce qu'on peut... Merci. Merci. J'ai jamais su ce que les véquistes voulaient dire par conditions gagnantes, sinon peut-être que d'attendre, pas travailler. Mais essentiellement, Mainville, comme les intellectuels de sa génération, cherche à s'arracher à la dépossession et à l'impuissance. Alors, ils ne cherchent pas des conditions, ils cherchent des moyens pour se donner un espace. Et c'est encore la conjoncture présente. Nous avons des moyens, mais nous n'avons pas une représentation du devenir qui est conforme à nos aspirations. Oui. Vous êtes chanceux de pouvoir répondre, vous, M. Laplante. Non, maintenant, c'est ouvert. Monsieur a dit qu'il s'adressait à toute la table. Voulez-vous la parole? Allez-y. Je vais répondre à M. Lamarre. Ma réponse est toute simple. Il n'y a pas de... Ce que je cherche à réconcilier, et à démontrer, c'est que par-delà les divergences qu'on a pu y voir et démontrer, qui sont là, qui sont présentes, ce que je veux en arriver à faire, et c'est ce que je pense que Charles-Philippe Courtois aussi a voulu faire à quelque part, bien sincèrement, c'est de démontrer une continuité de fond qui transcende les oppositions, aussi de fond, qui peuvent marquer les pensées de chacun de nos 4 historiens marquants du Panthéon nationaliste. Et que, en ce qui me concerne, nous devrions davantage mettre nos énergies à combattre les bonententistes qui ont pignon sur rue de façon lourdement financée à l'Université Laval depuis maintenant des siècles, en tout cas des générations sûrement. Et ça, j'ai rien entendu ici là-dessus. Et ça, c'est là-dessus qu'il faut que le combat porte. En d'autres mots, ça va faire de se chicaner entre nous, comme on dit en bon québécois.
Très bien, merci. Quelqu'un d'autre ici veut-il répondre? Alors, oui. Oui, désolée Félix, j'étais occupée dans les intendances de l'organisation. J'ai manqué ta communication, mais juste le titre, ça me donne une bonne idée. Et tu dis que Charles Courtois, moi j'ai relu le Charles Courtois pour ma communication cet après-midi, et Courtois, c'est très clair. Il dit qu'il y a une rupture entre Gros et Séguin. Et même, il déplore ça. Courtois déplore ça, là, parce qu'il dit qu'il aurait pu s'entendre sur certains points. Mais Gros voulait rien savoir du pessimisme de Séguin. Donc, il y a eu rupture. En tout cas, moi, je viens de relire Courtois. Et Courtois, au moins là-dessus, on s'entend. Il montre très bien la rupture entre Gros et Séguin. Il ne montre pas du tout la continuité. Je reçois 2 questions qui ont déjà été signifiées, là. Monsieur. Oui. Moi, je pose la question à tout le monde, finalement. J'ai déjà entendu dans CNU, il y a quelques années, que apparemment tous les Canadiens français auraient le droit d'être toujours des Français parce que Louis XIV, je pense, lui, il a cédé le territoire et on a mentionné tout à l'heure que justement, il n'avait pas cédé le peuple. Et le traité de Paris de 1763 celui-là, il a cédé le territoire. Alors moi, je pense un peu, disons que il y a un lac, moi j'achète le lac, et les poissons qui sont dedans viennent avec. On n'a pas posé la question aux poissons s'ils voulaient. Mais il y a la différence énorme entre des humains et des poissons. Alors là, la question, c'est justement, quelle est la vision qu'on pourrait avoir de la part des intellectuels tels que vous autres, très qualifiés comme ça. Alors, c'est ça ma question. Merci. Bon, à qui s'adresse votre question? À tous? Moi, je vais accepter deux interventions. Moi, j'aimerais ça dire que j'ai une grande admiration pour le chanoine de Groulx. Mais chaque historien s'inscrit dans des périodes. Le chanoine de Groulx, de 1905 à 1945, c'était essentiel, important. J'ai été 13 ans à la Fondation Lionel Groulx pour montrer que Groulx avait mené des combats dans le contexte de l'époque, puis c'était un prêtre, on ne peut pas changer les conditions. Il l'a fait du mieux qu'il l'a pu, puis de façon courageuse. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé, 50 ans ou 150 ans plus tard, continuer à défendre la même perspective. Groulx avait une perspective religieuse, je la respecte pour son époque, mais à partir du moment où il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, ça a changé, les élites ont changé. On ne peut plus aujourd'hui donner du groupe 6 aux jeunes en leur disant « religion et nationalisme, ça va ensemble ». Là, vous faites complètement de... Vous êtes dépassé, vous êtes décalé, ça ne marche plus. Il faut donc, même peut-être que Séguin est dépassé, Séguin il était très important dans la période de la transition entre 48 et 80. Après 80, il y a eu d'autres penseurs. Et nous, on va aussi changer. Il ne faut pas revenir dans une perspective réactionnaire, là, de dire « Groulx l'a dit il y a 100 ans, donc il faut répéter la même chose ». Groulx, il faut l'admirer pour les combats qu'il a menés à son époque. Moi, je suis en total désaccord avec la thèse de Courtois, qui présente Groulx comme le bon séparatiste qu'il faudrait présenter aux jeunes. Moi, je suis contre un retour à Groulx si c'est ça le modèle qu'on veut proposer à nos jeunes d'aujourd'hui. Ça ne marchera jamais. Voyons donc, soyons un petit peu réalistes, là, M. Bouvier. Là. Ça ne marche pas, ça. Puisque je suis interpellé, je vais la prendre, la parole. Je pense que... Par quel bout commencer? C'est deux qui m'interpellent, là. Vous parlerez après, mon cher M. Des. Et ce que je dis, tout simplement, c'est que on doit arrêter de mettre le focus uniquement sur ce qui a marqué les ruptures. Et s'il y avait une rupture sur laquelle il faudrait mettre un focus, à mon avis, ce serait la suivante. Quelque part, si on situe ça dans un horizon de 150 ans, mettons, ce serait de voir à quel point l'œuvre de Lionel Groulx est importante pour mettre fin ou atténuer à tout le moins le loyalisme et le bon-ententisme qui est carrément dominant chez l'ensemble des élites canadiennes françaises au moment de son émergence au tournant du 20e siècle. Si on ne voit pas ça, c'est sûr que Séguin peut être dépassé maintenant. C'est sûr que son influence est marquante entre 48 et 80. C'est bien évident.
Et c'est à nous de réécrire ça de façon correcte et harmonieuse. Mais, je le répète, c'est les bonententismes et les lourdes... Il y a eu des interventions hier sur le financement dans le milieu de la recherche universitaire. M. Laplante vient d'appuyer ça. Ça, il y a des combats à mener. Ça, ce sont des combats où il y a... D'ailleurs, c'est le nerf de la guerre, l'argent de la recherche dans le monde universitaire. Si vous saviez, moi je peux juste dire que ce que j'ai entendu hier de messieurs Chevrier et Laporte correspond, je suis professeur d'université là, depuis maintenant 14 ans, correspond tout à fait à ce que je vois. Je vais me limiter à ça, là. 3 petits points. Merci. Pour clore cette rencontre, j'ai vraiment très peu de temps. Je donne 1 minute au professeur Deshaies et monsieur ici. Au lunch, très bien. Alors, monsieur, vous aurez tout à l'heure la dernière question. Et j'annonce que le professeur Deshaies a apporté pour vous 2 documents, un ici, l'autre là, que vous voudrez bien prendre en quittant cette salle. Il s'agit des normes de Maurice Séguin, la table des matières et quelques thèmes. Alors, voilà. Ça va? Il y en a d'autres. Alors, je donne maintenant la parole au professeur Deshaies pour 1 minute. Je crois qu'on s'est trop... Ben, c'était par rapport... C'est pour commenter ce qui a été dit auparavant. Oui, c'est ça. La question actuellement, c'est bien beau les biographies de personnalités et puis l'historiographie. Mais l'essentiel du travail de Maurice Séguin, ça a été de travailler avec les documents, les traces, les choses qui nous permettent de comprendre. Et les normes dépassent le temps. Je tiendrai à vous dire ça. On oublie qu'il a écrit ça en 65-66. Ça va être prêt en 2066 et plus tard, ça va être encore vrai. Ce qui veut dire que l'optique indépendantiste, si on n'est pas capable de se mettre ça dans le coco, oubliez ça, l'indépendance. Il n'y a pas de changement fondamental si la lutte est dans le régime et non pas sur le régime. Et ça, c'est une distinction. C'est pas Séguin qui l'a fait. Il s'appelle Raymond Aron dans Paix et guerre entre les nations. Et je peux vous dire que dans Paix et guerre entre les nations de Aron, vous trouvez exactement les mêmes concepts au sujet de la souveraineté étatique que ceux de Maurice Séguin. Et merci. Voilà. Merci. Monsieur qui a demandé la parole, dernière question. Moi, j'ai une question qui est peut-être simpliste. Peut-être une question simpliste pour des historiens, mais je me la pose. Quelle est la part dans un travail d'histoire sérieux, professionnel, réel, entre la collection des faits et les commentaires que l'on donne à ces faits? Autrement dit, naïvement, j'ai toujours pensé que, bon, on prend les événements tels qu'ils sont. Je ne sais pas, moi, je ne devrais pas donner cet exemple, mais c'est simplement celui qui me venait en tête. Si, par exemple, on dit, bon, il y a eu le massacre de la Chine, il y a eu quelqu'un colligé, il y avait 350 victimes. Quelqu'un arrive, approfondir les faits, non, il y en avait 270. Ah, merci. C'est les faits. Maintenant, est-ce que c'est bien, c'est moins bien, est-ce que c'est coupable ou pas? C'est autre chose. Moi, je rêverais de livres d'histoire où on place les faits en exergue et les commentaires de différentes factions locaux, de différentes tendances de la pensée. Brièvement là-dessus, il y a les faits, mais il y a surtout l'interprétation des faits. L'interprétation des faits dépend de notre échelle de valeur. C'est ce que Séguin expliquait dans ses normes. Chaque historien a son échelle de valeur, sa conception du fédéralisme, ou du loyalisme, ou du nationalisme, selon les historiens et selon les époques. Donc, de ce point de vue-là, il y aura toujours des débats, et c'est normal qu'il y en ait. Il y a aussi un autre volet qui n'a pas été évoqué dans la question. À quel type d'élèves pense-t-on ou s'adresse-t-on ou la question réfère-t-il telle?
Est-ce au secondaire, au collégial, à l'université? C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Voilà. Alors, je vais clore le débat. Je remercie les collègues qui ont travaillé pour vous présenter une communication. Je remercie cette assemblée attentive et elle-même assez instruite de nos problèmes nationaux. Alors, à tous, merci. Y a-tu beaucoup de verre? S'il n'y a pas de verre, ça va être correct. Moi, je vais dire ça à Robert, puis il se prépare.